bienvenue au podcast Les Cousines Bookin. Aujourd'hui, moi et Marie-Claire, on est là pour vous offrir certainement un bel avis de lecture d'un livre qui est d'un nouvel auteur que tu n'as jamais lu. C'était la première. C'est ça. C'est un nouvel auteur pour moi, oui. Oui, c'est ça. Oui. Peut-être, probablement pas pour d'autres gens qui nous écoutent, ou peut-être, on ne sait pas. Peut-être que je vais vous le faire découvrir, mais il est connu, mais voilà, il ne l'était pas de moi. Et c'est brièvement que tu nous présentes le livre qui fera partie de cette avis de lecture. Et c'est Born de Jeff Vandermeer. Je suis en train de connecter avec des bruits extérieurs pendant que tu nous fais le description de cet avis de lecture-là, en reprécisant qu'on est dans un bloc d'enregistrement, celui qui sera le bloc final pour la saison 1. Nous sommes rendus, je sais pas dans l'espace-temps à quelle date officiellement celui-là sera, oui, ça fait du sens, celui-ci sera publié, mais dans cette journée de la fête des mères, il y en a qui font des rénovations. Alors, si vous entendez des bruits qui accompagnent le podcast à l'extérieur de nos voix, bien, sachez que notre environnement sonore est connecté sur une fenêtre ouverte. Voilà! Faire rentrer la fraîche. Alors, pour revenir à ce que tu disais, parce que là, mon cerveau a comme s'est branché à l'extérieur plutôt qu'à toi, j'en suis désolée, mais tu nous parles aujourd'hui d'un livre qui est de quel univers? C'est de la weird fiction. Tu l'avais-tu dit? Non. Ah, ça veut dire que je t'avais bien écouté. Ouais. Et on s'en va tranquillement pas vite vers l'avis de lecture détaillé. Mais avant de s'y rendre, ben, je vous invite chacun d'entre vous à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Et ici, je parle de la de qui je parle? De la raton liseur sur Instagram. De moi-même, c'est tout simplement... Voyons, j'ai bien de la misère, Marc-Claire. Prends le micro. Tout simplement Véro sur toutes les plateformes du monde. Ah, bien sûr, moi, je suis partout. Et les Cousines Bookin pour le compte qui est relié directement au podcast. C'est génial. Alors, on vous rejoint après cette petite intermède musicale. J'essaie de la parole parce qu'on dirait que là, ma langue fourche, puis non, c'est ça, c'est un sort qui a été lancé par ton livre ou non, sérieusement, je t'invite à nous faire découvrir l'auteur, mais surtout ce qu'il a écrit et qu'est-ce qui fait qu'il se présente dans cette... Oui, alors ce livre-là a été un grand coup de cœur pour moi ce printemps. C'est une découverte. Je découvre l'auteur, je découvre son univers, puis je découvre un nouveau genre que j'avais lu un peu de ce genre-là par le passé, mais ça me confirme que c'est un genre que j'adore. Tu m'avais pas dit qu'on pouvait le découvrir, qu'on l'avait peut-être découvert ou on le connaissait, soit comme auteur, soit par un de ses livres qui a été adapté à la télévision. Je parle ici de Annihilation. Ah, ok, oui, c'est vrai. Ouais, donc qui a été adapté pour le cinéma. Dans le fond, Jeff Vandermeer, c'est un auteur américain qui est né en 68 en Pennsylvanie. Il écrit beaucoup de weird fiction, de l'éco-fiction. Il a écrit énormément de romans, nouvelles. C'est un auteur qui est assez prolifique. Il est principalement connu, en tout cas, de ce que j'en entends pas. Quand les gens me parlent de lui, ils parlent souvent de la trilogie du Rempart Sud, dont le fait partie. Le premier tome, Annihilation, c'est celui qui a été repris au cinéma, donc qui a été écrit en 2016. Le deuxième de la trilogie qui s'appelle Autorité, qui a été écrit en 2017, et Acceptation en 2018. Fait que c'est une trilogie qui l'a mis sur la map, je pense. Toujours dans l'univers de la science-fiction. Son grand travail, lui, c'est... Exactement. De l'éco-fiction, de la weird fiction, de Quand tu dis éco-fiction, ça fantastique. Ça parle d'écologie aussi. C'est vraiment toujours très imbriqué avec notre monde biologique dans lequel on vit présentement. J'aime ça. On le compare à China Miéville, à George Louis Borges, à Frank Kafka, Henri David Thoreau. C'est des auteurs auxquels on peut le comparer dans son style d'écriture. Il y a une écriture, moi personnellement, que je trouve très douce et très poétique, fait que ça clash un peu avec le sujet. Fait que ce mélange-là, ça fonctionne vraiment très bien. Très heureuse de l'avoir découverte avec le roman Born, parce que je pense que dans tout ce qu'il a écrit, c'est probablement celui qui me correspond le mieux. OK. C'est curieux, la page de couverture.
Je suis... Au début, je voyais pas tout à fait que c'était des fleurs. Je pensais que c'était du mouvement de liquide dans un autre liquide d'une autre couleur. T'as raison. Cette couverture-là, j'en parlais avec un bookstagrammeur. Un bookstagrammeur quand j'ai fait Je lui disais que moi, je tripais pas tant sur cette couverture-là. Il me disait que lui, il a trouvé jolie tout ça. J'en ai vu que je trouvais plus à mon goût. Mais en la regardant, en la décortiquant, je me rends compte que ça rappelle vraiment beaucoup d'éléments du livre. Puis si tu regardes ici, qu'est-ce que tu vois en tout petit? On dirait un bonhomme de neige. Oh! Non, c'est quoi? Mais c'est un ours, mais il est vraiment petit. Oui! Parce que c'est un personnage, c'est un très grand rôle, mais il est petit, puis c'est correct, je veux dire, il est caché un peu. Ben il est camouflé dans la couverture. Ben moi, je pensais que c'était un filament de la méduse, puis là, on voit, là, tu parles de filaments, c'est parce qu'on dirait que sur les lettres de Borne, B-O-R-N-E, il y a des filaments, on dirait que ce sont des tentacules ou des... Oui, mais je viens de le voir, l'ours, là. OK, parce qu'il y a des cornes sur la tête. Ben oui, c'est ça, c'est pour ça que je pensais que c'était un bonhomme de neige, je pensais que c'était son chapeau entremêlé avec les autres. Bon, j'ai peut-être... puis là, ses petites pattes. Mais j'avais pas vu les pattes à travers. Bon, j'avais observé comme... qui demande beaucoup, justement, tu parles d'observation, qui demande beaucoup d'observation et de décryptage. Puis une fois qu'on a fini le livre, on la comprend un peu mieux. Ouais, moi, je pensais pas que tu me faisais jouer à un jeu d'évasion. Non, ben moi, quand je l'ai reçu, non plus. C'est pas ça. C'est pas ce qui m'a... Je l'ai reçu en cadeau. Puis quand... De ton amoureux, de ton homme. Mon homme qui m'a donné ça. Je pense qu'il te connaît. Oui. Je te dirais que 90% du temps, il est pas mal dans mes goûts. Il est vraiment très talentueux pour faire le choix du livre. À me faire lire des choses que j'aurais peut-être pas achetées ni lues. Cadeau de fête ou de Noël ou de peu importe quel autre. Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ah, c'est vrai qu'il y a toujours plein de bons prétextes pour offrir un livre. À moins que ce soit Noël, mais je pense que ça va être Valentin. Ah, gros! Alors, ce livre-là, c'est un roman qui me confirme à quel point j'adore la littérature, les histoires, les contes, le monde de l'imaginaire. Explorer un nouveau monde, puis en revenir avec quelque chose de plus qui m'accompagne toute ma vie. Aller quelque part. Aller dans un univers qui a été inventé par un auteur intelligent, un univers qui est bien développé, tellement bien décrit que dans notre tête, c'est comme si on y était. Puis un endroit où moi, j'aurais jamais imaginé, perso, là, je n'aurais pas imaginé un univers comme celui-là. Fait que l'auteur me prenne par la main puis m'amène dans son univers, c'est un cadeau. Ça, c'est le cadeau de la littérature. Puis quand revenir de là avec quelque chose de différent, ben là, je vais pour toute ma vie avoir les personnages de ce roman-là dans mon cœur, dans ma tête. Surtout quand ça fait un coup de cœur. Parce que tout le monde ne ressort pas de chacun des univers proposés. Tu sais, quand tu regardes des livres dans ta bibliothèque puis que tu te dis « Ah, de quoi ça parlait donc lui? Comment ça s'appelait tout ça? » Puis ça te laisse pas rien de très tangible. C'est très flou. Ça veut dire que tu l'as lu rapidement ou tu n'étais pas attentif ou juste il n'y a pas eu d'impact sur ton psyché. Puis il y a ceux que, en voyant la couverture, il y a immédiatement une émotion. Puis là, tu te rappelles, puis là, même si tu te rappelles pas tout dans les détails, tu t'en rappelles assez pour te dire, cet univers-là, je ne voudrais jamais qu'il disparaisse de ma tête. Ben, l'univers de Borne en fait partie. C'est drôle que je discutais justement avec une bookstagrammeuse de ça récemment, où elle est en train de lire Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, puis moi, j'ai écouté à l'audio, il y a quand même un petit bout, là, le Silmarillion, et elle disait, je comprends pas tout, il y a beaucoup de choses, mais pas dans le comprendre, dans je comprends pas, là, mais dans le, tu sais, il y a plusieurs éléments, je suis pas sûre que je retiens tout. Je dis, moi, je pense qu'avec Tolkien, c'est l'effet, la sensation que tu vas garder qui est un cadeau à la fin du livre. Tu sais, le Silmarillion, il y a tellement de noms, tellement de personnages, tellement de trucs, mais tu sais, une fois que tu as été progressivement transporté, puis là, tu te laisses porter par ce qui est là. C'est comme une chanson. J'ai comme l'impression que c'est ça que ça fait. C'est une mélodie que tu n'oublies pas. Oui. C'est un univers dans lequel tu peux retourner puis retrouver tes repères. Tu vas entendre parler d'un personnage ou d'un endroit ou d'un... Peu importe, là, il va y avoir des termes linguistiques associés à ça. Puis ça va toujours te ramener à ça. Fait que c'est ce que crée... Exactement. C'est ce que crée ce livre-là. Oui, je pense que quand un auteur a assez de talent dans sa façon de présenter, de raconter... Moi, c'est ce que j'aime en littérature, c'est me faire raconter une histoire. Puis c'est exactement ça qu'on a dans ce roman-là ici. Là. Dans Borne, alors Jeff Vandermeer, d'abord, bravo, t'écris bien. J'ai fait. Passe par ici, par exemple, pour qu'on te le dise. Borne, c'est un roman de weird fiction post-apocalyptique écologique.
C'est un roman audacieux. Il est unique dans sa création d'univers. C'est un univers, moi, que j'avais encore jamais... ce type d'univers-là, je l'avais jamais encore vraiment visité. Personnages aussi, qui sont uniques. L'auteur est très doué pour créer des ambiances immersives. Des ambiances tactiles, visuelles, auditives, olfactives. Fait qu'il enrobe tout ça. Ouais. Fait que t'es en train de lire, puis là, tu as des odeurs. Puis là, t'as des... Sans avoir besoin d'avoir un signet, si on se rappelle bien, un certain livre. C'était les 5 parfums de je sais plus quoi. Notre histoire. Ouais. Donc, non, les odeurs viennent, le toucher. Juste à préciser que c'est un avis de lecture qu'on a fait il y a quand même quelques saisons dans l'ancien nom du podcast Samedi de lire. Si vous voulez aller lire et écouter, lire sur Instagram et écouter l'avis de lecture de Marie-Claire sur ce livre-là, les 5 parfums de notre histoire, bien, il faut reculer un petit peu. Donc, de quelques années. Je reviens, je te laisse. Donc, pendant que je lisais, je veux dire, je voyais les couleurs bioluminescentes qui m'étaient décrites. J'étais vraiment... tous les sens étaient activés. L'histoire, ça nous parle d'une ville qui a été ravagée par une apocalypse. On est plusieurs années après une apocalypse, bien que, comme dans la plupart des livres post-apocalyptiques, on ne mentionne pas exactement ce qui s'est produit, mais on comprend que c'est l'activité humaine mélangée avec possiblement une guerre, possiblement une pandémie de quelque chose. En tout cas, tout ça fait en sorte que maintenant, la Terre est ravagée. On fait pas face à des humains destructeurs, on fait pas face à des zombies, on fait pas face à ça, on fait face à une ville qui est devenue toxique, les cours d'eau qui sont devenus toxiques. On comprend que, et ça, c'est de la beauté du roman, c'est que c'est pas vraiment très expliqué profondément, mais quand on nous parle d'un océan asséché, on n'est pas obligé d'en dire plus pour comprendre que dans l'océan, il n'y a plus d'eau. OK? Non. Fait que ça rentre pas dans les détails de, mon Dieu, tous ces animaux qui ont disparu, puis tout ci, puis tout ça, ça nous explique pas tout ça. C'est que là, on comprend qu'ils sont sur une côte, puis que le désert qui est face à eux, c'était l'océan. C'est ça. Les cours d'eau qui restent, le peu de cours d'eau qui restent, ce sont des cours d'eau pollués. Fait qu'on comprend qu'ils doivent boire de l'eau de pluie, mais encore là, on rentre pas dans les détails de comment est-ce qu'ils ont fait pour fabriquer une machine pour filtrer l'eau, tout ça. Le roman, il est vraiment au niveau des émotions, au niveau d'un lien très étroit qu'il va y avoir entre Born, le personnage principal. Tu vas l'avoir, ma cousine! Et Rachel, la protagoniste. Alors, dans une ville ravagée de toxiques, exploitée jusqu'à la moelle, Rachel survit grâce à la récupération de biotech et d'ordures de toutes sortes. Elle découvre un jour, collée sur la fourrure d'un ours géant qui s'appelle Mort. Je vais revenir à lui, je vais revenir à mon ours, là. Quelque chose qui ressemble à une algue ou à une plante. C'est bleu, ça sent la mer, c'est vivant. Rachel le rapporte avec elle et le nomme Born. Fait que Born, B-O-R-N en anglais, ça veut dire né. Oui. B-O-R-N-E, ça veut dire qui... je sais pas comment trop le traduire en français. Qui... a été mise au monde. Ouais. Bon, avec elle... J'avais dit aînée d'eux. Oui, exactement. Ouais. Avec elle, Rachel l'a nommée comme ça parce que c'est comme si c'est elle qui l'avait amenée à la vie. Au début, elle sait que c'est quelque chose qui est vivant parce que c'est organique, mais elle sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Justement, ça ressemble à une petite plante, une petite algue, là. Je vais revenir à Mort, OK? L'ours géant, parce que c'est un personnage très, très important dans l'histoire. Alors, elle va déposer tout simplement sa nouvelle petite plante dans un coin de sa chambre. Et puis, au fil des jours, il va grossir, il va se transformer. Il y a des yeux qui vont se mettre à lui apparaître un peu partout sur le corps. Puis un jour, elle va se rendre compte qu'il est capable de communiquer par le langage. Il apprend à parler. Fait que c'est quelque chose qui se transforme assez rapidement, puis qui va devenir une entité, un personnage à part entière. Rachel ne vit pas seule. Elle vit avec son copain, conjoint, /amant. Mais on comprend que dans le post-apo, on ne peut pas trop s'attacher puis se faire des plans d'avenir. Fait que c'est vraiment comme son copain. C'est la relation qui est active, là. Exactement. Wick, qui, lui, s'y connaît beaucoup en biotechnologie. Alors là, on est dans un monde où la biotechnologie a essayé de se faire une place assez importante. Il y a dans cette ville une grosse usine, un gros endroit qu'on appelle la compagnie. La compagnie, là, on peut traduire ça par à peu près n'importe quoi qu'on connaît dans le monde d'aujourd'hui, là. C'était
les gens qui avaient de l'argent, qui avaient la technologie, qui avaient le pouvoir, qui ont décidé d'utiliser leur capacité en biotechnologie pour essayer de profiter de cette situation post-apocalyptique là, pour soit faire de l'argent ou faire des expériences ou construire quelque chose d'autre. Bon. Il n'en est pas ressorti que du bon. Il est ressorti beaucoup de bizarre, beaucoup d'étranges, puis ça l'a aidé je dirais, à l'accélération de la décrépitude de la place. Entre autres, de ces laboratoires de la compagnie est sorti un ours géant, mais géant, là, un gros ours géant, très géant, qu'ils ont appelé Mord, M-O-R-D. C'est un ours qui est assoiffé de sang, qui peut attaquer, qui va manger les humains et qui vole de surcroît. Donc, c'est comme une espèce de menace qui est toujours présente dans le paysage. Il va y avoir un autre personnage aussi qui s'appelle la magicienne. Fait-elle vraiment de la magie? Mais elle s'appelle comme ça. Tout du moins, c'est un personnage qui est contre la compagnie, qui essaye de prendre le contrôle de la ville des mains de la compagnie. Mais au moment où l'histoire commence, la compagnie n'existe plus vraiment. Tout est un peu décrépit. Il n'y a pas grand-chose qui survit. En fait, ce qui survit, c'est les humains qui restent là et qui essayent de faire de la récupération de métaux, de biotechnologie, de restants de nourriture, des anciennes conserves, tout ça, des choses qu'ils peuvent manger, bricoler, échanger, pour essayer de survivre tout simplement quelques jours de plus. Wick, lui, bon, comme c'est un ancien employé de la compagnie, il s'y connaît en biotechnologie, donc il farfouille toujours un petit peu dans son atelier pour fabriquer des médicaments, essayer de rendre la vie des survivants un peu moins pénible, si on veut. Puis lui, dès que Rachel arrive avec Bourne, il est suspicieux, puis il se dit « Tu connais pas ça, tu sais pas ce que c'est peut-être une arme, puis tu la rentres chez nous. Alors, moi, à ta place... je serai en faveur de le disséquer pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. » Mais Rachel, il est trop tard, elle s'est déjà attachée à lui comme une mère à son enfant, donc elle ne veut pas. Fait qu'il va y avoir cette espèce de triangle, tu sais, la mère, le fils, puis le conjoint qui est pas trop sûr. Il n'y a pas vraiment de violence dans ce roman-là, mis à part les attaques de Mort, qui peuvent être assez surprenantes, mais Mort reste aussi un personnage qui est complexe, fait que c'est pas juste une grosse brute qui attaque et qui tue. Il y a les subalternes de Mort aussi, qui est un troupeau d'ours qui ont été eux autres aussi manipulés, puis est-ce qu'ils ont été manipulés génétiquement puis transformés par la compagnie, par la magicienne? Il y a aussi des enfants un peu mutants, si on veut, qui sont devenus des meurtriers, eux autres aussi. On sait que c'est là, c'est en fond. OK, on sait que c'est là, on sait qu'il faut faire attention à ça. Mais l'histoire est plus grande que ça. Puis, toute la beauté du récit réside dans la façon de nous présenter ces événements-là. La croissance de Bourne. Qu'est-ce que Bourne va devenir? Qu'est-ce qu'il va choisir de devenir? Jusqu'où il peut faire un choix? Dans sa transformation, parce qu'au départ, lui non plus, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il est, là. Puis, on va avoir une finale qui va répondre à beaucoup de questions. Ça, j'aime ça, quand il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, puis qu'on ne répond pas à tout en profondeur, on répond suffisamment pour qu'on comprenne, qu'on ait un bon portrait global de la situation. Qui était Rachel avant d'arriver dans la ville? Parce que elle aussi a un mystère qui l'entoure, c'est que elle se rappelle d'une vie avant l'apocalypse, et elle se rappelle elle se rappelle de rien, il y a comme un trou dans sa mémoire, puis tout d'un coup, elle se rappelle qu'elle a été prise en charge par Wick, qui l'a découverte alors que elle était un peu abandonnée dans cette ville-là, puis qui va l'aider après ça à devenir une récupératrice, puis ils deviennent des amoureux, puis... il y a vraiment beaucoup de volets à étudier comme ça. Ben écoute, si le dernier avis de lecture, tu nous as présenté quelque chose de super jojo, de léger, qui nous amenait dans un printemps fleuri, là, il y a quelque chose de beau, mais c'est quand même pas léger, là. Non, c'est pas léger, c'est pas dramatique non plus, alors on ressort pas de là avec... puis même si c'est... Moi, je suis une personne qui est éco-anxieuse, puis ça m'a pas rendu malade. Ça a pas joué sur ça. Non, ça m'a pas rendu là parce que je comprends que c'est de la fiction puis que
Tu sais, je me dis que si jamais on se ramasse là, je pourrais pas être comme Rachel, puis être badass comme elle, puis récupérer, puis survivre, là. Je veux dire, moi, mon calvaire serait fini depuis le jour 1, je pense. Mais c'est pour ça qu'on aime les romans de fiction, parce que on est capable de vivre une vie différente à travers les yeux de nos personnages. Alors, un monde détruit par les hommes ou par la compagnie, l'espoir d'un avenir meilleur est presque inexistant. Les seuls animaux qui subsistent, là, c'est soit les ours modifiés. En plus, ils ont des griffes venimeuses. C'est vraiment pas des bestioles à rencontrer tout seul dans le noir, là. Des animaux recomposés, bioluminescents, impropres à la consommation. Mais malgré tout, on ressent une belle poésie dans le texte de Vandermeer, de la tendresse, un grand sentiment d'attachement pour Rachel, pour Wick et pour Bourne. C'est 3 personnages qui nous tirent des larmes. C'est vraiment, vraiment beau. Il y a plein de petites pistes qui ont été plantées pour éventuellement... Ben, même pas. Quand je l'ai lu, j'ai même pas senti qu'il pourrait y avoir une suite. Sauf que j'ai su qu'il y avait une suite. Je l'ai commandé, elle est prête à la librairie, il faut que j'aille le chercher d'ailleurs, là. Puis quand j'ai lu le résumé de la suite, je me suis rendu compte que l'auteur avait semé des petits indices dans son roman. Wow! Qui va nous donner justement la suite qui s'appelle Death Astronaut. Okay. Puis, alors bon, j'ai juste ça à dire. Je peux pas vous en parler parce que je l'ai pas lu, mais je suis fébrile à l'idée de lire la suite. Ben, honnêtement, tu sais, je dois dire que je reste comme dans un genre de gros, tu sais, comme une impression de, je suis dans une bulle, là, comme tu me parlais du livre, puis j'ai comme, OK, c'est intense, c'est peut-être pas du sci-fi d'introduction pour les pas habitués. Ben, je pense pas qu'il faut l'attaquer comme étant un livre de science-fiction compliqué. Okay. Non, c'est plutôt... OK, je vais te le dire autrement. Si tu l'entreprends comme étant le livre d'une relation entre un personnage qui peut être animal, une plante, n'importe quoi, là, personnage born, quelque chose, un protagoniste féminin qui va devenir sa mère, puis c'est leur relation à eux deux, puis en toile de fond, c'est un monde post-apocalyptique. Tu comprends-tu? Il est science-fiction de part... là où il se situe, mais pas tant dans l'écriture de l'histoire. C'est fantastique aussi. Absolument. Exactement. Fait qu'il y a plusieurs genres dans ce roman-là. C'est pour ça qu'il est difficile à classer dans un endroit en particulier. Je pense que c'est pour ça que je disais qu'il est un peu unique dans sa forme, un peu comme Bourne. Ouais, exactement. Donc, ben là, évidemment que là, je vais lire la suite et je vais être très curieuse de lire ce que l'auteur a écrit, là. Oui, parce que ce roman-là a été la découverte de l'auteur. Oui, j'ai découvert l'auteur. Ouais, c'est mieux dit, ça. Ouais. Tu as découvert l'auteur en lisant ce roman. Voilà, c'est ça. Exactement. 3 morceaux de robot. Je sais même pas c'est quoi la référence de. Je me rappelle qu'on donnait ça, c'était-tu dans Salité Popette? Salité Popette? Salité Popette! Marie-Claire, arrête-moi parce que j'essaie de dire le nom de l'émission. Les Saperlipopettes! Saperlipopettes, tiens, c'est le bon nom de l'émission. Si vous aviez écouté ça, ben c'est parce que... vous êtes pas né en 2000. Vous êtes pas né en 2000. Vous êtes né avant. Autrement, bien, vous voilà instruit d'une nouvelle... Allez googler Saperlipopette. Pas Satellipopette. Non, pas Satellipopette. Là, on est rendu à ce moment-là où l'avis de lecture de ce livre-là de Bourne est terminé. J'espère que je vous donne envie de le lire parce que ça vaut vraiment la peine qu'on soit amateur de science-fiction, de weird fantasy, de éco, trucs, peu importe. Allez le lire, c'est un bon livre. Un vraiment fichu bon livre. Ben, moi, je pense qu'avec le résumé, t'as donné certainement le goût à plusieurs personnes, mais la petite phrase résumée du résumé de la fin dégage toutes les craintes reliées à la lourdeur de la présence du sci-fi qui est pas tant là, tout ça. Qui est là, mais qui est pas envahissant. Est-ce que on est rendu à ce moment-là où on clôt le podcast? Avec quoi cette semaine? Moi, je vais vous parler un peu de la biotechnologie parce qu'on en parle beaucoup dans le roman. Puis ici, on a soit ce terme-là nous dit quelque chose mais nous fait peur, soit il nous dit rien, soit soit on est vraiment féru puis qu'on connaît tout sur la biotechnologie, et tant mieux, vous pourrez me reprendre si je fais des erreurs. Mais vraiment, quand je faisais ma lecture, je me disais,
hey, ça fait-tu du sens? Ça se peut-tu? Ça se peut-tu pas? Je me rends compte qu'en biotech, dans le fond, tout est possible. Là, parce que Je pense aussi. la biotechnologie, là, à la base, c'est l'application de la science et de la technologie à des organismes vivants pour les modifier ou les améliorer. OK? Fait qu'à partir de là, on pense souvent aux OGM, au clonage, à tout ça. Bon, puis on a peur, puis on part dans nos grandes histoires, dans nos grandes peurs. On peut revenir à la base, il y a des milliers d'années, quand la biotechnologie a été découverte par accident, si on veut, d'une certaine façon, avec la fermentation, qui est une des premières formes de la biotechnologie. La fermentation avec laquelle les humains ont été capables de fabriquer des fromages, du vin, du pain, de la bière. Oui, exactement. Mais quand on remonte à il y a très, très, très longtemps, là, ils ont découvert qu'en cultivant champignons et levures, ils étaient capables de faire transformer la nourriture. Alors, ça, c'est une biotechnologie qui ne fait pas peur. Sinon, il n'y aurait pas de vin et fromage. On applique beaucoup la biotechnologie à l'alimentation parce qu'on veut que nos aliments résistent aux maladies, qu'ils tolèrent les changements de température, qu'ils tolèrent les herbicides, qu'ils survivent aux grandes sécheresses, au froid, qu'ils aient meilleur goût, meilleure texture. Donc, à la base, c'est pour l'économie, mais c'est aussi pour la survie. On a envie que nos aliments s'adaptent à leur milieu, au milieu qu'on malheureusement, trop souvent, on impose ces milieux-là avec nos herbicides et tout ça, mais bon. On va avoir des raisins qui n'ont pas de pépins, on va avoir des melons avec la peau plus ou moins épaisse. Je suis la première à manger mes raisins pas de pépins. Bon, tu sais, on va avoir, c'est ça, on a des exigences alimentaires parce que ça nous a déjà été proposé aussi, mais des fois, on n'a pas le choix. Je veux dire, on veut, l'idée derrière tout ça, c'est de nourrir les gens, puis c'est pas de rendre l'alimentation dangereuse, mais c'est tout simplement d'avoir une culture, je veux dire, qui résistante pour le futur de l'humanité. Puis dans les contextes de vie où on est là, je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant que ça soit abordé. Oui. Tu sais, travailler une culture autrement. On recherche l'équilibre un peu, hein. Ça fait qu'avec les anciennes cultures, puis les anciennes semences, puis essayer de ramener des légumes, des fruits, des légumes ancestraux, puis des anciennes façons de faire. Je sais pas si ça fait partie de ça, mais de traiter la culture, pas de traiter, mais de rendre la culture disponible en utilisant, mettons, le moins d'eau possible, le moins de soleil, le moins d'énergie possible. Est-ce que ça fait aussi partie de la biotechnologie? Oui. Exactement. Bon, ça en fait partie. C'est intéressant d'avoir ces réflexions-là. Oui. Dans le fond, là où on peut se poser la question, c'est l'humain qui est derrière la transformation. C'est quoi son intention? Est-ce que c'est une intention bénéfique pour toute l'humanité ou si c'est seulement pécunier pour faire faire de l'argent à une compagnie? Et là, je dirais tout est possible. Mais tout est possible. C'est ça. Souvent, la ligne est mince entre les deux. Puis souvent, tu peux dire l'intention était bonne, mais ça a donné de la merde. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et c'est ça. Bon. En pharmacologie aussi, c'est très, très... Tu sais, je veux dire, on a fait des avancées. L'insuline, les hormones de croissance, les vaccins, la croissance d'organes artificiels. Je veux dire, on veut que notre corps vive longtemps. On s'en parlait un petit peu tantôt. Oui. On a besoin d'aide de la biotechnologie. Donc, est-ce que ça fait peur parfois parce qu'on se dit, oh mon Dieu, est-ce qu'on va cloner des humains? Est-ce qu'on va aller vers où est-ce qu'on s'en va avec ça? Elle est où la limite? C'est ça qui fait peur aux gens, c'est comme avec l'alimentation, l'intention derrière l'expérience. Bref, avec la biotechnologie, on peut s'en servir pour s'adapter, améliorer nos conditions de vie pour perdurer plus longtemps dans le temps, mais est-ce que parfois ça ne nous jouera pas des tours? Est-ce que parfois on n'ira pas un peu trop loin? Est-ce qu'on n'ira pas jouer à Frankenstein? Est-ce qu'on va pas se tirer dans le pied avec des technologies qu'on ne maîtrise pas à 100%? Voilà. C'est une phrase d'une citation que tout le monde doit dire, mais juste le futur nous le dira. C'est ça. Le futur nous le dira. Mais le futur a commencé à nous le dire à certains points, mais... Et je dirais que, et pas le quotidien, mais pour l'actualité, pour le contemporain, tout ce qui est livre, série ou film de la science-fiction sert à nous faire réfléchir justement à ce lendemain-là et sert aussi à nous permettre de nous poser des questions éthiques sur comment aborder les risques potentiels des débordements
des Oui. décisions prises. Je vais finir très rapidement en vous nommant 5 romans qui parlent de la biotechnologie et de ses dérives. Je ne commenterai pas. Je Mais ce sont 5 livres que je n'ai pas lus, donc je peux pas vous les commenter. Je vais juste vous donner les titres. Alors, Nous étions les hommes de Gilles Le Gardinier, qui a été publié en 2014. Ymir de Rick Larson, qui a été publié en 2022. La saga CRISPR. Alors, CRISPR. Alors ça se passe en Chine, puis je sais que ça parle de clonage, ou peut-être pas de clonage, mais de bébés modifiés génétiquement. Ah ben c'est le CRISPR, c'est le CRISPR, c'est le gène. CRISPR. Oui, c'est c'est ce que tu modifies dans le gène qui permet, oui, merci, absolument, c'est CRISPR, oui. CRISPR. Absolument, oui. Fait que c'est une chance que t'es là pour me c'est à partir de là qu'ils ont créé la Chine, techniquement, à moins que ce soit de la propagande, mais ils ont vraiment créé un nouveau bébé. Voilà, ça en parle. Le roman parle de ça. C'est Richard Zivolava, en 2021, qui a fait ce livre-là. Ce livre-là, exactement, qui nous explique, c'est toute la saga derrière CRISPR. CRISPR, c'est ça. CRISPR, voilà, ça peut être super intéressant. J'en doute pas. Voilà. Tout ce que j'ai vu comme documentaire, puis... une chance que t'es là pour me rattraper. J'aime ça. Ça arrive pas souvent. La fin de l'homme de Francis Fukuyama, qui a été publié en 2004. Celui-là, il est peut-être plus jeunesse, à moins que je me trompe. Mais bon, tout ça, ça parle de la transformation de l'humain. Mais parce que, tu sais, par la biotechnologie. Actuellement, je vois 2 avenues. Là. Il y a cette avenue-là de l'être humain qui va se bio-technologiser. Et je sais pas si ça se dit comme mot, mais il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ah, mon Dieu. Tu sais, ces deux chemins, là. Ah, mon Dieu. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Watch out! Mais comme dans une émission... Non, mais on y va, comme dans une émission. Ah oui, absolument. Mais comme dans une émission que j'écoute actuellement, c'est des mini-documentaires, ça fait réfléchir, là, c'est vraiment une demi-heure, puis ça termine toujours. Mais ceci est une autre histoire. Parce qu'il ouvre sur un sujet comme je viens de faire là. Mais là, on n'en discute pas aujourd'hui parce que... On n'a pas le temps. mais voilà, alors ça va vous laisser matière à réflexion, puis c'est ça. Je trouve ça fascinant, par exemple. Le sujet c'est vrai que c'est fascinant. Vraiment. Je sais que c'est très fascinant. Il ne faut pas toujours démoniser la nouveauté, mais... Ben non, parce qu'actuellement, on s'entend, là, j'ai entendu ça récemment, puis je veux pas lancer un sujet qui va faire qu'on va avoir une deuxième émission de podcast dans l'émission, mais j'entendais cette semaine qu'il y a un vaccin avec qui a été créé pour soulager individuellement les gens qui ont des cancers. J'ai entendu ça aussi. Wow! Que le médicament injecté, en tout cas la source qui soit soulage ou guérit, est tellement précis en fonction du code génétique de la personne, puis voir comment que ça va réagir, tout ça. Tu sais, je veux dire... je sais comment tu veux dire non à ça? Ben si tu dis non, ça c'est des raisins modifiés qui m'ont donné le cancer. Merci d'avoir un vaccin qui me donne, qui me soulage mon cancer. Je dis ça là. Non, mais je trouve ça. Non, mais c'est parce que je trouve ça. Je sais que tu veux pas dire que les raisins modifiés ont donné le cancer, comme quelqu'un me disait récemment dans un film que le lait donnait le cancer. Puis, tu sais, on peut s'en aller là, mais si tu dis non à ce vaccin-là, si tu dis non aux raisins, dans le fond, on dit non à l'avancement technologique. Ben, voilà. Fait que on vit dans un autre monde. Exactement. Puis là, on est peut-être, ça prendrait 2 planètes. On prend le train ou on prend pas le train? Et voilà. Mais c'est parce que la différence, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix. Je pense pas qu'actuellement, on peut avoir le choix où on crée une planète Terre, où on se divise les continents, puis on se dit, ces continents-là, c'est oui, technologie. Parce que c'est ça, c'est un changement qui est amené à grande échelle. Tu sais, je voulais-tu un smartphone? Moi, je voulais-tu un téléphone intelligent dans ma vie? Mais je peux ne pas en avoir. Je veux dire... Mais aujourd'hui, comme tu dis, on peut-tu pas en avoir? Il y en a qui écoutent, qui disent, ben oui. Moi, j'ai envie de dire... Mais ils nous écoutent pas. Merci, Marie-Claire. Je pense que je termine sur cette magnifique phrase-là qui me ramène à la réalité, qui dit, c'est ça. Hein? Toi qui n'as pas ce point de vue-là, tu nous écoutes pas. Fait qu'à tous ceux qui nous écoutent... J'adore ça. Fait qu'à tous ceux qui nous écoutent, vous, merci d'être là. Merci vraiment de partager notre plaisir à nous écouter, mais nous, d'enregistrer, c'est vraiment
en tout cas, pour moi, c'est un plaisir vraiment super agréable, intéressant. Puis d'entendre les chroniques de Marie-Claire, ça amène quand même plusieurs sujets en souhaitant que de votre côté, ben ça puisse vous créer soit un plaisir individuel que vous amenez dans certaines discussions ou vous donne le goût de découvrir des nouveaux livres. C'est vraiment l'intention du podcast. Marie-Claire, est-ce que tu as envie de compléter ou c'est terminé. C'est n'ai terminé. plus de salive. C'est l'heure de la gorgée d'eau. Au revoir. Moi, je me permettrai juste avant de vous dire les derniers mots, de vous inviter à rester connectés, rester branchés avec nous parce que dans peu de temps, à partir du moment où cet épisode-là va être disponible à vos oreilles, il va rester... un dernier. Oui, un dernier enregistrement, puis après ça, on va rentrer dans notre saison 2 de Bulle d'été qui va nous amener aussi de grandes joies et de grands plaisirs comme l'année passée. Ce que Bulle d'été est, ben c'est une saison dédiée uniquement à l'univers de la BD, manga et graphique. Toujours dans le concept de la chronique littéraire, avis de lecture de Marie-Claire, mais focus sur ces types de romans-là. C'est bien ça? C'est exactement ça. Alors, c'est sur ces mots que je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments. Profitez de l'extérieur avec des livres audio, de votre patio avec des livres papier ou liseuse. Et Marie-Claire, on peut te rejoindre où pendant que vous êtes dehors, là, au lieu de scroller sur TikTok, là. Venez nous rejoindre. Non, je suis pas sur TikTok, mais je suis sur Instagram, sur la Raton Liseur, puis les Cousines Bouquines, ou aussi on leur compte sur Instagram. Et moi, vous pouvez venir me rejoindre sur Tout simplement Véro, et ça va être avec bonheur et plaisir qu'on va échanger ensemble, et c'est ça. Et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bonne journée! Bonne journée!